tous et bienvenue dans Automoto, épisode 14 de la saison 48. Il paraît, mesdames et messieurs, que vous en avez marre des SUV. C'est en tout cas ce que pensent certains constructeurs. Alors, est-ce le grand retour des breaks, des berlines, des monospaces? Eh bien écoutez, pourquoi pas. Et puis, pourquoi finalement ne pas inventer une nouvelle race de voitures? C'est ce qu'a décidé de faire Peugeot avec le véhicule que je suis en train de conduire, la toute nouvelle 408. Alors, c'est quoi cette voiture? C'est un coupé? C'est une berline? C'est un SUV? Eh bien, nous allons tenter de répondre à cette question aujourd'hui avec l'ami Jérôme Chon. On va complètement décortiquer cette voiture, vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien dessus, vous parler de ses adversaires et puis répondre évidemment à cette question. Est-ce qu'elle va vous plaire, cette nouvelle Peugeot 408? Réponse juste après le sommaire. C'est parti! Ce dimanche matin, on enquête pour vous dire ce qu'une réduction de la vitesse à 110 km/h sur autoroute apporterait concrètement en matière de pollution et d'économie de carburant. On vous fait découvrir deux Audi ultra exclusives. D'un côté, la RS3 Performance et sa vitesse maxi de 300 km/h. Et de l'autre, l'ultime déclinaison de l'Audi R8 baptisée GT pour des adieux en fanfare. On vous fait visiter le salon de Los Angeles, retrouver toutes les stars de l'édition 2023 avec en point d'orgue la 911 Dakar. Mais d'abord, place à un tout nouveau modèle, la Peugeot 408. Ah, comment ça va, mon Jérôme? Ça va bien. Alors dis donc, qu'est-ce que c'est que cette Peugeot 408 là? Alors déjà, c'est pas un SUV. Ça c'est sûr. Parce que c'est beaucoup plus bas qu'un SUV. C'est 15 cm moins haut que le 3008 par exemple. Alors justement, les SUV chez Peugeot, ils ont deux zéros, 3008, 5008. Quand il n'y a qu'un seul zéro, en général, on entre dans la famille des berlines. Ouais. Donc cette 408, elle est juste en dessous de la 508, c'est ça? Alors on peut considérer que c'est en effet juste en dessous de la 508 parce qu'en termes de longueur, tu vois, il y a 15 cm de moins en longueur que la 508. Mais c'est pas vraiment une berline parce que regarde, il y a des attributs du SUV, c'est surélevé comme un SUV, même si c'est plus bas. Donc non, c'est pas vraiment une berline. Et puis quand on regarde l'arrière, Jérôme, c'est un coupé cette voiture aussi, non? Alors clairement, c'est un coupé fastback. Ouais. Mais pour autant, par rapport à un coupé, l'accès à l'arrière est beaucoup plus facile. C'est même plus facile de s'installer que dans une berline. Donc c'est pas un coupé, c'est pas une berline, c'est pas un SUV. Alors effectivement, peut-être que Peugeot finalement a inventé une nouvelle race automobile, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En tout cas, Jérôme, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une Peugeot. Ah, on reconnaît immédiatement une Peugeot, c'est pas seulement les logos. Clairement, elle a des lignes de Peugeot. Ouais. Alors, le design Peugeot est bien présent. Et puis, il y a un autre truc chez Peugeot qui est super important, c'est la tenue de route, le fameux toucher de route à la Peugeot. Est-ce qu'il est présent sur cette 408? C'est ce qu'on va vérifier. Là voilà, la petite route de montagne, Jérôme. Et c'est vrai que ces petites routes là, quand ça tourne, on aime bien ça avec les Peugeot parce que, quand même, quelle tenue de route les Peugeot. Alors attention, la tenue de route, c'est important, c'est quelque chose chez Peugeot. C'est vrai en revanche aussi que les derniers modèles de la marque ont fait quelques compromis sur ce dynamisme très Peugeot, sur cette sportivité très Peugeot, parce que les derniers modèles, ils sont à la fois thermiques, essence diesel, hybrides et électriques. Ouais. Donc ça oblige les ingénieurs châssis à faire quelques compromis sur le châssis. Donc ça le rend moins efficace, ça le rend moins dynamique, ça le rend moins sportif. Bon, écoute, c'est quand même pas mal. Là, on a la version hybride rechargeable. Il n'y a pas encore d'électrique, c'est ça? Non, l'électrique arrivera l'année prochaine. Nous, on a l'hybride rechargeable de 225 chevaux. Ça marche bien, 225 chevaux, tu vois, quand j'accélère à fond. On a quand même le 0 à 100 qui est en moins de 8 secondes. Donc, oui, ça le fait. Bon alors, et la tenue de route, est-ce qu'on est dans la lignée des 308, des 3008, ce fameux toucher de route? Alors, on est dans la lignée de la nouvelle 308. Parce qu'en fait, ça a l'air d'être une grosse voiture, cette 408. Mais en fait, c'est la 308. C'est le même châssis, c'est le même moteur, c'est le même équipement. C'est simplement une 308 rallongée. Donc, on retrouve totalement les sensations de cette nouvelle 308. C'est peut-être pas aussi dynamique que les anciennes Peugeot,
mais ça reste quand même assez agréable, ça reste quand même assez dynamique, moi je trouve. Et surtout, quel confort! Et oui, parce que ce que tu perds en dynamisme, en général, tu vas le récupérer sur le confort. Exactement. Alors, ça penche peut-être un peu trop dans les virages pour les plus sportifs des conducteurs, Ouais. mais quel progrès en confort! Alors là, sur ces routes, moi je trouve que c'est exceptionnel. Maintenant, je voudrais voir ce que ça donne en ville, tu sais, sur les dodanes. On va voir ça. On arrive en ville, premier dodane. Gros dodane en plus. Hein. Bah écoute, Pas mal, hein? ah ouais, je suis impressionné parce que c'est une suspension classique, c'est pas une suspension active. Hein. Elle n'est pas disponible, la suspension active Même pas en là-dessus? option, Non. mais honnêtement, je trouve que c'est pas nécessaire. D'habitude, une suspension active, ça amène du confort, ça Ouais. amène de la douceur sur une voiture un peu ferme. Là, honnêtement, confort et douceur, on l'a déjà. Hein. Et pourtant, on a quand même des jantes de 19 pouces. Oui, qui sont des Ouais. grandes jantes. Alors ça va jusqu'à 20 pouces en option, ça je le déconseille pas parce qu'à besoin. mon avis, ça durcit un peu. Mais là, tel que c'est là, honnêtement, c'est remarquable. Hein. Et puis, dis donc, je trouve qu'à l'intérieur, c'est très calme, hein, c'est très feutré. hein, Ouais, comme, c'est comme même ambiance, silencieux. hein. Alors, Ouais. c'est normal, c'est un hybride rechargeable. Nous, on est là sur l'électrique. Ouais. Il y a une autonomie de 62 km en full électrique. Mais je trouve aussi qu'il y a un confort vibratoire et acoustique. Tu sais, Ouais. c'est des vitres feuilletées, acoustiques. Ils ont collé des éléments de structure. C'est pas seulement vissé, ils sont collés, ce qui rend la voiture rigide. Moins de vibrations. Moins de vibrations, pas de bruit de mobilier. Non, c'est remarquable en ville. Hein. Et puis, t'as tes fameux sièges, là, tes trucs allemands que t'aimes bien, là. Voilà, les sièges AGR, Ouais. c'est vrai qu'ils sont bien. Hein. Ouais, Pour c'est le bien. dos, pour le dos, c'est bien. Très confort. On se croirait presque dans une Citroën, dis donc. Tutto questo Tiens, Jérôme, allez, on va mieux les voir, ces fameux sièges. Sièges allemands qui te tiennent à cœur. Alors, je sais pas s'ils sont allemands les sièges, mais c'est des sièges qui ont le label allemand AGR. AGR, c'est une association allemande pour la santé du dos et qui donc décerne un label, mais pour des sièges auto, pour des chaussures, D'accord. pour des matelas. Et donc ces sièges-là, en effet, ont eu le label AGR, c'est marqué là. Et donc c'est clair qu'ils sont vraiment très bien pensés pour le dos. Ah non, ça fonctionne. Ça, il n'y a ils sont aucun super. problème là-dessus. L'intérieur, ça donne quoi? Eh ben écoute, l'intérieur, c'est le même habitat que dans la 308, donc la qualité des plastiques est vraiment bonne, plastique moussé, qualité des ajustements, non, c'est vraiment bien. Puis on retrouve ce petit volant hein, que moi j'adore, ce high cockpit. Je sais que toi t'aimes pas, alors je voudrais que tu me montres pourquoi. Regarde, c'est très simple. Je m'installe dans la voiture. Déjà, l'installation un petit peu compliquée, mais Normal, parce- le volant est au plus le bas pour volant moi. est au plus bas parce que je sais que tu aimes bien conduire avec le volant très bas. Mais même, regarde, quand je le monte au maximum, alors déjà il est pas assez haut pour moi, mais c'est surtout, regarde, je vais prendre une photo et tu vas comprendre un peu l'idée. C'est tout simple. Voilà, hop. Regardez, mesdames et messieurs, ce que je vois en fait avec le volant Montre, montre. au maximum. Voilà. Ouais, Eh ben, je vois rien en fait. Tous les compteurs derrière le volant ont disparu de mon champ de vision et ça c'est pas agréable. oui, donc en gros, c'est bien quand on est petit ou qu'on a le volant en bas de préférence, Ouais. c'est moins bien quand on a le volant haut ou qu'on est plus grand. T'as tout compris. Je comprends. Bon, derrière, puisqu'on parle pour les grands, regarde cet espace aux jambes. Ouais, là, c'est bien. Là, c'est Ouais. énorme. C'est énorme, c'est plus que dans une berline, c'est autant que dans une voiture électrique, quoi. Donc là, oui, clairement, c'est spectaculaire, alors qu'il est coupé derrière. Oui, mais qui dit coupé, Jérôme, dit forcément coffre Rikiki, hein? Alors écoute, on va voir. Normalement, il est donné à 536 litres, Ouais. ce qui est bien. Bon, sauf que là, en hybride rechargeable, le problème, c'est que les batteries occupent une partie de l'espace. Et si en plus, on a l'option focale, l'option bonne chaîne IFI à l'intérieur, bah, ça descend à 454 litres. Pas beaucoup. Alors 454 litres, tu vois, c'est pas ridicule, mais ça n'en fait pas une qualité majeure. Voilà, ça c'est un petit bémol. Bon, au final, Jérôme, on sait toujours pas ce que c'est cette voiture. Est-ce que c'est une berline? Est-ce que c'est un coupé? Est-ce que c'est un SUV? Eh ben, vous savez quoi? On va aller demander à son designer. Pierre-Paul, depuis le début de l'émission, on essaie avec Jérôme Chon de savoir ce que c'est au juste cette 408. Alors c'est quoi? Berline, coupé, break, SUV? C'est quoi au juste?
On savait exactement ce qu'on ne voulait pas faire. Ouais. On ne voulait vraiment pas faire un coupé SUV, déjà parce que morphologiquement, c'est pas le cas. On voulait absolument sortir du registre conventionnel de la berline. Et cette voiture s'inscrit vraiment entre les deux, même si génétiquement, elle reste quand même plus proche d'une berline, principalement par sa position de conduite, parce que même si on est rehaussé par rapport au sol, on n'est pas du tout dans le monde du SUV ou même du SUV coupé, qui sont des positions plus hautes, plus verticales. Donc là, on est résolument dans un ADN de berline. Alors la base, Pierre-Paul, c'est celle de la 308, mais c'est une voiture beaucoup plus longue, hein, on va dire beaucoup plus confortable, une vraie routière et même une autoroutière. L'autoroute, d'ailleurs, c'est l'objet de notre prochain test. On part retrouver Jérôme tout de suite. On le sait, les hybrides rechargeables ont des batteries et un moteur électrique en plus du moteur thermique. C'est plus lourd, donc ça consomme plus, surtout sur autoroute. Mais notre 408 a demandé en moyenne 7,5 litres au 100 km à 130 km/h. C'est moins qu'un SUV classique, 1 litre de moins par exemple que le 3008. Alors un diesel reste meilleur, oui, mais ce nouvel hybride rechargeable est l'un des premiers à consommer aussi peu sur autoroute qu'un simple modèle essence. Bon, vraie autoroutière, hein, cette 408, 225 chevaux. 225 chevaux, 233 km/h. Ça, c'est pour nos amis allemands sur leur autoroute. Alors, moi, j'ai juste le bémol, éternel bémol que je fais au Peugeot en ce moment, de la conduite semi-autonome de niveau 2. Tu sais, c'est ce qui permet à la voiture de conduire toute seule. Bon, la loi veut qu'on tienne le volant. Et bien, tenir le volant, ça suffit pas, contrairement à dans une Renault ou dans une Mercedes ou dans une Tesla. Toucher le volant suffit. Là, ça ne suffit pas, il faut donner des petits à-coups pour dire je touche le volant. Donc c'est un peu, tu vois, ça nous fait un petit peu bouger la tête. C'est très moderne. Bah, c'est pas l'équipement le plus moderne. Peugeot nous le promet pour bientôt, depuis plus d'1 an. Ça devrait arriver là au printemps. Mais à part ça. Alors, attends, j'ai mon bémol à moi. Oui. Hein, c'est ce fameux GPS de Peugeot qui. Il a été mis à niveau, mais il est un peu feignant encore. Il est encore un peu plus lent que les autres, plus lent que les GPS des dernières Renault, c'est clair. Bon, ça c'est nos deux bémols, autrement, bonne bagnole. Oui, c'est une voiture très agréable pour voyager. Jérôme, niveau prix, on est comment? Alors niveau prix, nous on a un modèle haut de gamme, GT, avec quelques options, donc 53 450 €. Bam, hein? Oui, c'est assez cher, comme souvent les Peugeot. Moi je conseille d'oublier ce modèle 225 chevaux pour prendre le modèle 180 chevaux, qui lui aussi est hybride rechargeable, qui a pratiquement les mêmes performances et qui coûte 2 000 € moins cher. Bon, on sera à Mortefontaine. Jérôme, tu lui mettrais combien à cette voiture? Je pense que c'est une bonne voiture. Je lui mettrais 17, 17,5 sur 20. Donc moi je trouve que c'est une voiture agréable qui a beaucoup de qualité. Hein. Et puis Jérôme est fabriqué en France, hein? Made in Mulhouse, ouais, c'est important, ouais, pour beaucoup de nos téléspectateurs, ouais. Et pour nous aussi. Et pour nous aussi, exactement. Allez, tout de suite, place à Automoto Express l'hebdo. Et on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. Au programme cette semaine, la cerise sur le gâteau, la première Abarth électrique, une pluie de records et il drift à 231 km/h. Pour marquer les 50 ans de sa branche sportive motorsport, BMW dévoile une nouvelle 3 litres CSL. Nouvelle parce que la 3 litres CSL des années 70 est considérée comme la première création de M. Un demi-siècle plus tard, BMW lui rend hommage avec ce modèle exclusif basé sur la M4, mais doté d'une carrosserie composite carbone presque entièrement spécifique. Sous le capot, le 6 cylindres en ligne passe à 560 chevaux, mais surtout la puissance est transmise aux roues arrière uniquement via une boîte manuelle. Les 50 exemplaires sont déjà tous vendus et demandaient 750 000 € chacun. Du jamais vu chez BM. Abarth, constructeur et préparateur italien, a présenté la 500e, sa première électrique. Sa puissance est un peu timide avec seulement 155 chevaux, couplée à une batterie de 42 kWh. Résultat, elle perd 3 dixièmes sur le 0 à 100 par rapport à la version thermique, même si elle compense un peu par de meilleures reprises. Elle possède un générateur de bruit qui cherche à reproduire le son d'un moteur essence. C'est surprenant, tout comme le prix, 43 000 € à son lancement. La Pininfarina Battista, hypercar électrique italienne de 1926 chevaux, a battu plusieurs records du monde pour une voiture de série. Le 0 à 100 km/h atomisé en 1 seconde 86, ou encore le 0 à 200 en 4 secondes 75. Elle fait un peu mieux que sa jumelle technique, la Rimac Nevera, et même mieux qu'une Formule 1. La Battista a aussi fait tomber le record de freinage depuis 100 km/h à 0 pour une électrique, avec une distance d'arrêt de 31 mètres.
Un pilote polonais, amputé de ses bras suite à un accident, vient d'établir le record du monde du drift le plus rapide, rien qu'avec ses pieds, en glissant à une vitesse moyenne de 231 km/h. Au volant de sa série 3 de 1000 chevaux, il a actionné le frein à main avec ses pieds à une vitesse de 277 km/h. Automoto Express, c'est toute la semaine sur nos réseaux sociaux pour rester informé au quotidien. De retour dans Automoto, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes toujours dans la région de Barcelone pour l'essai de cette toute nouvelle Peugeot 408. Pas vraiment break, pas vraiment berline, pas vraiment coupé, pas vraiment SUV. C'est une voiture qui veut tout simplement inventer un nouveau marché. Et vous le voyez, hein, nous sommes sur l'autoroute ici en Espagne et ce n'est pas un hasard car dans l'enquête de la semaine, on va parler d'un débat qui fait rage en France. Faut-il passer la vitesse sur autoroute à 110 km/h? Il paraît que ça pourrait faire du bien à l'environnement et à votre portefeuille. Alors, vrai ou faux? Réponse dans l'enquête de la semaine avec Romain Chomoul. « 68% des Français accepteraient de rouler à 110 km/h au lieu de 130 sur autoroute. C'est la conclusion d'un récent sondage. Il fait suite à une tribune d'une dizaine de personnalités appelant à la mise en place de cette mesure pour réduire notre empreinte carbone. Un projet que des députés écologistes veulent inscrire dans la loi climat. Alors au-delà d'une énième restriction qui pèserait sur l'automobiliste, nous avons voulu savoir avec des experts et des données techniques précises si rouler à 110 permet vraiment de réduire la pollution et de réaliser de vraies économies. Sur autoroute, vous avez peut-être déjà fait l'expérience vous-même, mais dès que l'on ralentit, on constate une diminution de la consommation. Ici, sur la même portion d'autoroute parcourue avec notre 308 130 chevaux boîte automatique à 130 km/h, eh bien on consomme 6 litres 1 au 100 km. Et lorsque l'on réduit sa vitesse à 110 stabilisé avec le régulateur, eh bien on consomme exactement 4 litres de au 100. Soit près d'un tiers de consommation en moins. Bernard Dumondel a été ingénieur motoriste, puis chef de projet pendant 37 ans chez Renault. Une baisse de consommation qu'il confirme par des années de mesures scientifiques. Quand on passe de 130 à 110 km/h, on réduit la vitesse de 15%, on va réduire la consommation de 20%. Dans l'absolu, on va économiser plutôt 1 litre et 1 litre 3, aussi bien en essence qu'en diesel. Rapporté au prix du litre, c'est aujourd'hui environ 2 € d'économiser aux 100 km, soit près de 10 € pour un trajet de 500 km. Une économie que l'on retrouve dans les mêmes proportions pour les voitures hybrides rechargeables. Mais cette baisse de consommation est encore plus évidente si on roule avec une petite citadine. Plus on a un petit moteur essence, c'est-à-dire qu'à 130, il va être très haut dans les tours, il va donner son maximum, et à 110, il sera un peu plus calme. Là, l'économie va dépasser les 20%, on peut attendre les 25, voire s'approcher des 30%. Réduire sa vitesse à 110 km/h sur autoroute, c'est économique, c'est sûr, pas de débat possible sur ce point. Mais quel est l'impact écologique d'une telle mesure? Logiquement, consommer moins de carburant se traduit par une baisse identique des émissions de CO2. Une voiture sur une année, c'est 2 tonnes de CO2 par habitant en France. Bah là, on économiserait, si on faisait ça, entre 75 et 100 kg. L'impact d'une telle mesure serait donc limité, surtout que le trajet moyen en voiture sur autoroute est de 59 km. Il faut se rendre compte que 6% des Français ne prennent jamais l'autoroute et 34% moins d'une fois par mois, essentiellement pour le trajet des vacances. Côté pollution donc, l'impact serait marginal. Et forcément, la diminution des émissions de CO2 ne concerne que très peu les voitures électriques, l'électricité française étant en grande partie décarbonée. Pourtant, rouler moins vite en électrique est encore plus bénéfique en termes d'économie d'énergie. La voiture électrique, on constate que pour une diminution de la vitesse de 15%, on va avoir une diminution de la consommation de 25%. Donc on avait 20 sur une voiture thermique, là on aura 25%. On peut rouler plus longtemps, donc ça fait un arrêt de moins, donc on gagne 1 heure pratiquement en roulant moins vite, sur à peu près 500 km. Mais ça ne marche que pour l'électrique, car à 110 km/h, on perd du temps. Il faut 8 minutes de plus pour parcourir 100 km, ce qui peut faire une grosse différence sur les longs trajets,
40 minutes sur 500 km, c'est beaucoup, surtout quand on paye. Les autoroutes françaises sont chères, très chères même, et pour 79% des usagers, la motivation première, eh bien, c'est le gain de temps. Alors si on baissait la vitesse à 110 et que ça rallongeait les temps de parcours, est-ce que les automobilistes ne choisiraient pas un trajet gratuit, celui-là? Nous, ce qui nous inquiète réellement, c'est qu'il y a un report de ce réseau autoroutier vers le réseau secondaire qui est beaucoup moins sûr, qui pour la plupart de ce réseau n'a pas de séparateur central. Dès qu'il y a un report, ne serait-ce que pour des travaux, ne serait-ce que sur des bouchons, vers le réseau secondaire, la courbe de mortalité augmente de la même manière. En 2021, sur les 2944 victimes de la route, 131 ont trouvé la mort sur les autoroutes. Alors ce qui est frappant quand on roule à 110 km/h sur autoroute contre 130, eh bien c'est que ça paraît très monotone. On s'ennuie, c'est presque soporifique. Et ça, niveau vigilance et sécurité, c'est pas une bonne nouvelle. La vitesse est la troisième cause des accidents sur autoroute derrière les stupéfiants, l'alcool et surtout l'endormissement. Proposée par la Convention citoyenne pour le climat dès 2019, la réduction de la vitesse à 110 km/h semble pour l'instant écartée par le gouvernement. Mais le sujet reste discuté en permanence. Les voitures, qui ne représentent que 54% du trafic autoroutier, concentrent pourtant l'essentiel des interdictions. D'autres mesures pourraient être imaginées. 164 000 tonnes de CO2 sont économisées chaque année grâce au télépéage sans arrêt, par exemple. À peine un usager sur deux en possède un. Le rendre gratuit aurait un effet immédiat sur la pollution. Nous sommes toujours en Espagne du côté de Barcelone pour vous faire découvrir cette toute nouvelle Peugeot 408. Place tout de suite à l'essai de la semaine, ou plutôt les essais de la semaine, car on vous emmène du côté de Séville pour deux nouvelles Audi, pour le moins sportives. La première, c'est la nouvelle RS3 Performance qui revendique désormais 407 chevaux. Et la deuxième, eh bien, c'est la toute dernière Audi R8 100% thermique avant l'électrification. Son nom, Audi R8 GT RWD, car c'est une propulsion. Les deux essais sont signés Pierre Lardenois. C'est parti. À peine dévoilée, la troisième génération de l'Audi RS3 est déjà déclinée dans une nouvelle version encore plus sportive baptisée Performance Edition. Son 5 cylindres turbo reçoit des chevaux en plus. Pourtant, il lui en manque toujours 14 pour égaler sa principale concurrente, la Mercedes AMG A45. C'est grave, docteur ? La principale différence entre une RS3 de base et cette Performance Edition limitée à seulement 300 exemplaires dans le monde, eh bien c'est la puissance du 5 cylindres 2,5 litres qui passe de 400 à 407 chevaux, soit 7 petits chevaux gagnés en augmentant la pression du turbo. C'est pas grand chose, mais ça permet à cette RS3 d'atteindre 300 km/h en pointe. Une compacte qui prend 300 km/h, c'est une première. Sa rivale directe, la Mercedes AMG A45, est limitée, elle, à 270 km/h. Alors sans surprise, les 7 chevaux supplémentaires sont quasi imperceptibles. Le couple maxi, lui, est inchangé, mais est disponible sur une plage un tout petit peu plus large. Mais rebelote, ça change pas grand-chose au caractère très explosif de ce génial 5 cylindres. Et puis la sonorité, écoutez ça, elle est super. Cette Performance Edition reçoit en série tout ce que la RS3 classique propose en option. Les freins céramiques, la suspension pilotée et les gommes semi-slick. Un petit mot sur l'amortissement, il a été recalibré et clairement, eh ben c'est plus ferme. Côté style, difficile de la différencier d'une autre RS3 à moins de repérer ses jantes spécifiques de 19 pouces. Les baquets à coque carbone, eux aussi, sont inédits. Les évolutions sont minimes, on l'a vu, mais cette RS3, elle a encore gagné en efficacité. Alors oui, la concurrence fait rage, mais la puissance ne fait pas tout. Et ça vaut aussi pour une autre Audi Sport. Cette fois, c'est bien la dernière R8 à moteur V10, son nom R8 GT. Elle tire sa révérence avec 2 roues motrices pour un maximum de fun.
Oui, mais la supercar a vieilli. Ses rivales ont fourbi leurs armes à grand renfort de turbo ou de blocs électriques. De quoi s'interroger. La R8 est-elle encore dans le coup? Cette R8 GT est équipée d'un kit aérodynamique full carbone, développé en soufflerie et notamment composé d'un gros aileron qu'on dirait repris de la R8 LMS, la R8 de course. Quant à l'habitacle, il est recouvert de cuir et d'alcantara, mais il a surtout droit à de très jolis sièges baquets livrés de série. Son V10 délivre 620 chevaux comme dans la version Quattro, ce qui fait d'elle la propulsion la plus puissante de l'histoire d'Audi. Allez, plus qu'un long discours, je vais vous laisser profiter, et moi avec, De l'incroyable sonorité de son V10 atmosphérique qui va jusqu'à prendre 8700 tours minute. Et oui, c'est possible. Et comme si ça ne suffisait pas, la boîte a encore été optimisée et les passages de rapport sont encore plus rapides. Son poids, 1570 kg, soit 20 kg de moins que la RWD, grâce à ses jantes forgées de 20 pouces et ses freins céramiques. C'est bon à prendre. La grosse nouveauté sur cette R8 GT, c'est l'arrivée d'un mode baptisé Torque Rear, qui permet de paramétrer l'anti-patinage sur 7 niveaux, pour plus ou moins faire patiner les roues motrices, donc les roues arrière. À quoi ça sert? À rien, sauf à donner le sourire ou à fumer les pneus très facilement. Alors ça marche. Ça permet de s'initier à la glisse sans prendre trop de risques et sans déconnecter intégralement les aides. Parce que si vous coupez intégralement l'anti-patinage, c'est pas la même limonade. Les R8 abritent une voiture ultra équilibrée. Ça demande beaucoup plus de doigté. « 15 ans après sa sortie, la R8 impressionne toujours autant. Cette ultime version GT est affichée à 245 000 € et sa production limitée à 333 exemplaires, dont 26 pour la France. C'est la fin d'une ère, il faut s'y faire. La prochaine R8 sera électrique. Aussi performante soit-elle, elle n'aura plus la même saveur. Repris le volant de cette toute nouvelle Peugeot 408 et sans transition, on passe au grand format de la semaine. Je vous emmène en Californie pour le dernier grand salon de l'année, le salon de Los Angeles. Alors bien sûr, les nouveautés y sont nombreuses, mais quelque chose me dit que vous allez surtout retenir cette voiture. Il s'agit de la Porsche 911 Dakar et comme son nom l'indique, ça fleure bon, le rallye raid. Eh ben oui, vous l'avez compris, le constructeur allemand a décidé de faire du tout-terrain à son iconique sportive. Comme au bon vieux temps. Le salon de Los Angeles, c'est le grand format de la semaine. C'est parti. Au salon de Los Angeles, Porsche joue à domicile. La marque allemande possède son propre hall et dévoile chaque année au moins une nouveauté. Il y en a même deux pour cette édition 2022. La 911T et cette fameuse 911 Dakar. Et c'est vrai, depuis la toute première 356, il y a une véritable histoire d'amour entre Porsche et la Californie. Alors ne vous inquiétez pas, on va vous en reparler de cette fameuse 911 Dakar. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à une autre nouveauté, la première icône de l'automobile, écologique. Il s'agit bien sûr de la Toyota Prius, dont la 5e génération a été dévoilée en Californie. Deuxième maison de la pionnière du système hybride, voiture la plus vendue ici en 2011, 2012 et 2013. Et pour la Prius, il y a du changement. Mesdames et messieurs, il aura donc fallu attendre 25 ans d'existence pour que Toyota comprenne enfin une chose. La Toyota Prius n'était pas obligée d'être moche pour exister. La preuve ? Bah oui, lorsque l'on regarde les précédentes générations de Prius, clairement, c'était pas des beautés. Mais qui aurait pu prévoir que cette drôle de voiture allait se vendre à plus de 20 millions d'exemplaires, dont presque la moitié aux États-Unis ? Et si le design de la Prius a toujours été un petit peu bizarre, c'est que chez Toyota,
on a toujours privilégié l'aérodynamisme de la voiture. Et ça continue hein, sur cette 5e génération. Regardez un petit peu l'inclinaison de ce pare-brise. C'est digne d'une supercar. Bon, niveau moteur, c'est pas une Ferrari, mais il y a quand même du changement. En France, seule la version hybride rechargeable sera disponible avec tout de même 223 chevaux, soit 100 de plus que la version actuelle. L'autonomie en tout électrique devrait avoisiner les 80 km. On en saura plus dans les semaines qui arrivent. La commercialisation est prévue au printemps 2023. À noter aussi la présence discrète et pas vraiment mise en valeur du BZ Compact SUV Concept qui préfigure, comme son nom l'indique, le prochain SUV compact 100% électrique de Toyota. Chez Subaru, petite déception avec la 6e génération de la mythique Impreza qui s'est pour le moins assagie. Et finalement, c'est quand même dommage hein, d'être passé de ça à ça, non? Du côté de Hyundai, on est venu avec la Ioniq 6, nouvelle berline électrique annonçant une autonomie de près de 600 km. Les 2500 exemplaires de la première édition en France se sont vendus en moins de 24 heures. Ça, c'est le présent hein, chez Hyundai, même si cette Ioniq 6 a un petit peu une drôle de tête à l'arrière. Mais le futur, elle est quand même vachement bien chez le constructeur coréen avec ce concept N Vision 74. Alors ça, là, ça, c'est très, très beau. Ça vous fait penser à rien, d'ailleurs. Petit indice. Ah bah ouais, quitte à voyager au volant d'une voiture dans le futur, autant le faire avec une de la gueule, non? Car ce concept N-Vision 74 rend hommage au concept Pony coupé de 1974, dessiné par Giugiaro et qui a également inspiré la fameuse DeLorean. Il y a aussi des airs d'Audi Quattro de la belle époque dans cette hybride qui associe une pile à hydrogène et un moteur électrique. Comme on sait que les Coréens ne font jamais des concepts pour rien, on pourrait bien retrouver les traits de cette beauté dans la Ioniq 5N, première sportive électrique du constructeur, prévue pour l'année prochaine. Des muscles également chez les Américains, toujours amoureux de leur V8 avec la Chevrolet Corvette Z06, mais qui électrifie quand même tout ce qui leur tombe sous la main, comme le pick-up Silverado désormais propulsé grâce à des batteries. Mais c'est une autre icône qui fait chavirer tous les cœurs outre-Atlantique. Lui, c'est le chouchou des Américains aujourd'hui, le Ford Bronco. Alors, on en a parlé hein, la semaine dernière dans Automoto à l'occasion du SEMA Show à Las Vegas. Et ce Bronco va arriver en France. Alors attention, hein, malheureusement, pas dans cette version tout-terrain, 3 portes. Une version d'ailleurs qui est en train de faire de l'ombre à l'icône Jeep Wrangler ici aux États-Unis. Non, nous, on aura la version 5 portes, beaucoup plus sage. Rendez-vous en 2024. Allez, il est temps de se rendre chez le patron du salon de Los Angeles, Porsche, qui est venu avec la nouvelle 911T. On en reparlera en janvier dans Automoto, car le gros morceau de cette fin d'année chez le constructeur allemand, c'est elle, bien sûr. Souvenez-vous, les années 80, Dominique Lemoine, René Medge, Jacques X, Claude Brasseur. Ça y est, Porsche a enfin ressuscité la 911 Safari, ou plutôt la 911 Dakar. La base est celle de la 911 Carrera 4 GTS et son 6 cylindres à plat de 480 chevaux. La garde au sol a été surélevée et grâce à son système de levage, elle peut se grandir en tout de 8 cm et ce jusqu'à 170 km/h. L'angle d'attaque a été amélioré, renforcé, les pneus tout-terrain spécifiquement développés pour ce modèle dont la vitesse maxi atteint tout de même près de 240 km/h. Certains ingénieurs de Porsche nous ont même avoué qu'elle pouvait se montrer plus efficace qu'un Cayenne en tout-terrain. Le pilote Romain Dumas, qui l'a poussé dans ses limites lors du développement, en est resté surpris. J'ai pris beaucoup de plaisir parce que je pensais en toute sincérité que la voiture, on allait la casser rapidement. Et puis non, on n'a rien cassé. On a même roulé sur un circuit de rallycross. J'ai roulé toute la journée à fond et la voiture a résisté. Ce genre de voiture, c'est un jouet qui va vous permettre à tous les possesseurs de 911 d'aller enfin, on pourrait dire, sur le gravier, sur la neige et peut-être même au Maroc dans les dunes, avec sa propre voiture. Et ce qui est vraiment bien finalement, c'est que Porsche a joué le jeu à fond de la carte néo-rétro.
Parce que regardez cette Dakar avec toutes les options, avec ses couleurs de compétition par rapport à celle-ci, qui est beaucoup plus classique. Et c'est vrai que cette version-là, elle a quand même une sacrée gueule. 2500 exemplaires seront produits au prix de 226 689 € pièce, sans les options. Et quelque chose nous dit qu'il ne doit plus en rester beaucoup de disponibles. L'intérieur de la Dakar est finalement beaucoup moins flashy que l'extérieur. Petit détail quand même, vous pouvez allumer les LED sur le toit si vous prenez l'option avec les barres de toit et tout le tout-team. Vous pouvez même installer une tente pour dormir sur le toit de votre 911. Eh ouais. Ah, le camping. Chez la marque allemande, on a décidé d'en faire un art de vivre. Oui, le nomadisme en Porsche, c'est possible. La preuve. Chez Porsche, on appelle ça le glamping, contraction des mots glamour et camping. Le camping, c'est écolo, donc on le fait en Taycan Cross Turismo 100% électrique avec, une tente sur le toit. Vous avez compris l'idée, non? Allez, on va quitter les autoroutes embouteillées de Los Angeles pour aller voir ce que ça donne. Pour moins de 5000 €, bah oui, c'est une tente Porsche quand même, alors forcément c'est pas donné. Vous allez pouvoir partir à l'aventure avec votre Taycan Cross Turismo. Ah, les gros cailloux sur les jantes de 21 pouces et les ronces qui frottent sur la jolie peinture métallisée. Le camping façon Porsche, ça se mérite. Ça y est, on est en train de mettre en place le camp Porsche. Vous le voyez, la nuit est tombée. On s'est couvert parce qu'il commence à faire un petit peu frais. On va déplier cette tente et vous le voyez, on a juste enlevé les crochets. On n'a jamais essayé pour voir si c'est si simple que ça. Allez, c'est parti. Bon, à première vue, ça n'a pas l'air très compliqué. À mon avis, on fait comme ça. Regardez, c'est tout bête. La plateforme est en place. Alors, ça donne quoi à l'intérieur de la tente Porsche? Ça a l'air pas mal, Il y a un petit peu de vent, mais pour la nuit, ça va le faire. Wouldn't it be nice if we were older? Then we wouldn't have to wait so long. And wouldn't it be nice to live together? Bon, nuit plutôt sympa. Un peu de vent, mais rien de dramatique. Quand on ouvre la tente, on a vu sur le lever du soleil. Camping en Porsche, plutôt pas mal. Allez, tout de suite, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe de Téléfoot quelques heures après France-Danemark. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine dans Automoto. Portez-vous bien, ciao.